En fait, c'est un peu notre slogan, mais tu sais, former l'espace, c'est peut-être plus concret. On comprend qu'en tant qu'architecte, puis en tant que tout ce qu'on fait tourne autour de l'espace. On en a parlé un petit peu tantôt avec Agence spatiale. Mais l'idée de déformer le temps, c'est qu'en fait, on a l'impression que l'architecture puis les lieux où on est, où on vit, ont un impact sur notre perception du temps, sur la façon qu'on C'est vrai. conçoit le temps, que le temps passe, qu'on passe des bons moments. Puis ça a aussi un impact sur nos souvenirs, puis qu'est-ce qui en reste. En fait, souvent, on associe un lieu à un moment. Puis on a vraiment l'impression que plus les lieux sont bien pensés, sont fun, sont beaux, sont intelligents, mais finalement, les gens vont avoir des beaux souvenirs associés à ces espaces-là. Fait qu'on contribue finalement à forger leur imaginaire, leurs souvenirs, puis qu'est-ce qui va les accompagner toute leur vie. C'est ça la partie de déformer. Bienvenue à Meilleur humain, meilleur monde, rencontre avec des entrepreneurs visionnaires du Québec. Nos invités aujourd'hui, Marianne Charbonneau et Étienne Bernier, tous deux de l'Agence spatiale, une firme d'architectes multidisciplinaires. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Ça fait Merci de plaisir. l'invitation. Toujours à mes côtés, mon associé, mon copilote, mon co-animateur, Normand Chadwick. Allô? Et mon nom est Tristan Laliberté. Normand et moi sommes tous deux du cabinet de services financiers Diversico Finances Humaines et on donne des conseils financiers aux gens d'affaires tels que ce couple devant nous qu'on a bien hâte de découvrir. Mais je ne peux pas en lancer l'entrevue tout de suite sans parler des lieux dans lesquels on se trouve parce que nous sommes actuellement dans la suite présidentielle du magnifique Château Laurier à Québec, magnifiquement bien situé avec une vue sur les plaines d'Abraham. Et d'ailleurs, il y a un lien avec vous et ce magnifique endroit. Tout le lobby qui a été redessiné, ben, c'est une de vos magnifiques créations pour laquelle vous avez eu un prix. Alors, premièrement, merci à Aude La France Girard, la famille La France Girard qui célèbre cette année leurs 50 ans de propriété du Château Laurier. Fait qu'une autre magnifique histoire qui traîne ici dans le terroir québécois. Hmm. Alors, vous avez fondé, en fait, c'est toi, Étienne, qui a fondé au départ l'Agence spatiale, mais qui a été fondée sous ton nom. C'était anciennement Étienne Bernier, architecte, Architecte, exact. fondé en 2011. À peine 14 ans plus tard, vous êtes rendu une belle équipe, 40 employés, beaucoup de super beaux projets. Hmm. Il y a déjà plein de choses qu'on s'est dites Ben oui. en coulisses. Marianne, tu as rejoint l'équipe quelques années plus tard. Yes. Mm. Vous êtes un couple en affaires, vous êtes un couple dans la vie aussi, avec 2 enfants en plus. Fait on est vraiment intéressé de savoir comment vous gérez tout ça. C'est que, si jamais Il vous pouvez nous gère aider. pas, il se laisse aller. Ouais, exact, Exact, ouais. Non, non. Alors, commençons par le commencement. Comment a parti la firme là, en 2011? Ah Commençons oui. par là un peu la genèse de cette belle Ah, entreprise. ben super. Ben, premièrement, merci vraiment de nous recevoir. Là. Mm. On est super contents. Comment ça a commencé, cette histoire-là, en 2011? Ben, évidemment, c'est long de devenir un architecte. Là. Je fais mes études à l'Université Laval. On a voyagé beaucoup. J'ai travaillé à l'étranger. Puis, j'avais accumulé un petit peu de sous parce que j'avais travaillé beaucoup dans le nord du Québec, au Nunavik. Oui. Puis, c'était payant. Puis, il n'y avait pas vraiment de lieu pour dépenser ses sous. Fait que j'avais réussi à m'avancer un petit tas de sous pour avoir un peu la confiance de me lancer en affaires en 2011. Puis je me suis lancé aussitôt que j'ai obtenu mon saut là, pour être architecte officiellement. Fait que j'étais comme parmi les jeunes architectes à se lancer en business. Puis c'est ça. En partant, ça s'appelait Étienne Bernier Architecte parce que j'étais tout seul. Mais je m'étais associé avec une firme qui s'appelle Atem plus D. Donc, on faisait déjà de l'architecture, puis du branding, des éléments un peu multidisciplinaires. Ça a grandi de fil en aiguille, c'était positif. À un certain moment, là, j'avais un peu de brou dans le toupette. Puis Marianne, qui travaillait dans un autre bureau à l'époque, je disais, hey, ça te tenterait-tu de venir? Elle voyait que ça allait bien les choses, fait qu'elle s'est jointe à l'équipe. Puis, ben, tu sais, comme toute aventure entrepreneuriale, des fois, il y a des bons coups, des moins bons. Avec Atem plus D, on a chacun pris nos directions séparées. Puis, c'est là où on a fondé Agence spatiale. On s'est renommé avec Marianne, moi. Puis, on a aussi deux autres associés qui sont Yannick Badeau, un jeune architecte, puis Eulalie Lecoq, qui est pas une architecte, qui est plus une personne en communication, là, on va Mm. dire notre Une directrice de compte. stratège. Ouais, exact. Puis Ouais. qu'est-ce que ça évoquait pour vous au départ, agence spatiale? Là? J'imagine que le nom est porteur de sens pour vous autres. Ben Oui, oui. ben en fait, ça vient d'un peu, évidemment, tout le monde a le clin d'œil avec l'Agence spatiale canadienne quand on parle de notre nom. Ouais. Puis en fait, on trouvait que le jeu de mots était vraiment intéressant parce que, un, ça accrochait un sourire à la plupart des personnes qui entendent le nom. Puis c'est ça qu'on veut faire aussi avec l'architecture de notre côté. C'est vraiment important que ça soit une source de plaisir. Donc,
pour cette raison-là, on trouvait que c'était un nom qui était intéressant pour ça. Puis ça fait référence aussi à tout ce qui est spatial. Donc, ça limite pas notre pratique à l'architecture. C'est-à-dire qu'on s'élargit beaucoup plus large, puis on peut parler de tout ce qui touche à l'espace. Puis nécessairement aussi, ben, le nom se véhicule bien, puis il parasite un peu d'autres domaines, là. Finalement, les gens parlent de nous, même si on parle pas nécessairement d'architecture. Fait que on trouve ça bien, très sympathique là, comme façon de s'appeler. On fait rire quand même Ouais, plusieurs ouais. gens avec ça. Ouais. On reçoit des CV aussi de personnes en Oui! aéronautique, c'est vraiment cool. Euh, mais concrètement aussi, c'est agence spatiale, on voulait pas être vu. Tu sais, en fait, anciennement, les bureaux d'architectes s'appelaient tous par leur dénomination, genre, je sais pas, Lemay, Michaud, Oui. ou un assemblage de lettres qui sont des lettres associées aux associés. Mais nous, on voulait s'écarter un peu de ces paradigmes-là. Puis, on voulait vraiment créer une espèce de laboratoire d'exploration, un laboratoire d'essai, un laboratoire d'innovation. On voulait pas être vu comme une usine à plan. Tu sais. Fait que chaque projet qu'on fait sont des projets qui se veulent innovants, qui poussent, on va dire, là, la recherche, qui poussent l'expérimentation, qui poussent la création. Fait que le mot agence spatiale nous donnait un peu ce territoire-là, puis cette Mhm. liberté-là de pouvoir vraiment ouvrir les valves puis d'aller ailleurs. Puis on trouvait que c'était une belle promesse aussi qu'on fait, puis qu'on s'efforce d'honorer dans chacun de nos projets. Fait que pour nous positionner un peu, là, parlez-nous de peut-être quelques de- de- des choses que vous avez créées, que peut-être qu'on connaît. Notamment, il y a le lobby de l'hôtel ici, que plusieurs personnes sont certainement déjà venues. Hmm. Mais d'autres choses que vous avez fait là, qui sont parmi vos cartes de signature, si on veut, ou dans votre portfolio, là, des éléments de fierté là, qu'on On pourrait en, on peut-être en a plein. connaître. On en a plein, mais par quoi qu'on commence, je sais pas. Veux-tu que je commence par, Vas-y. je commence par le Lab École, on va dire. On en a parlé un petit peu ensemble, mais c'est Oui. un projet vraiment dont on est fier. Là. Cette année, on a remporté la médaille du gouverneur général en architecture du Canada, ce qui est pas mal l'espèce de coupe Stanley de la patente. Là. C'est une belle distinction qu'on partage aussi avec deux autres bureaux, BGLA et Appareil Architecture. Dans le fond, la Labéca, ça l'a fait couler de l'encre. Il y a des gens qui connaissent ça, mais en même temps, il y a des gens qui ne le connaissent pas. Mais essentiellement, c'était comme un mandat, c'était une grande invitation aux architectes à repenser l'école de demain. Donc, il y a eu énormément de bureaux d'architecture qui ont proposé des propositions pour ce concours-là. Nous, on a eu l'honneur, on va dire, de remporter la première étape. On était vraiment des petits culs à l'époque. Là. On a un petit bureau là, de peut-être 8 personnes. Puis, ben là, voyant qu'on avait comme une espèce d'opportunité incroyable de faire un projet qui challenge, on va dire, les méthodes d'enseigner, ben là, on s'est joint avec d'autres bureaux qui étaient un peu plus grands pour nous permettre d'aller jusqu'au bout de ça. Puis finalement, on a remporté. Puis, ben, on pourra en parler un petit peu plus. Mais ça, c'est un des projets forts qui nous a permis de grandir pas mal. Sinon, ben, dans les dernières années, il y a plein de projets qui nous ont permis d'avoir du plaisir. Là. Ben, dans les plus marquants, moi, je pense que c'est ceux qui ont fait quand même des tournants puis qui ont beaucoup circulé. Peut-être que le studio au Grand Théâtre de Québec là, qui a été c'est un tout petit projet, mais c'est un projet qui était extrêmement trippant, là. Tu sais, travailler dans le Grand Théâtre de Québec, c'est toujours le fun. Oui. Puis tu sais, c'est un projet qui intégrait, en fait, des artistes multidisciplinaires pour venir faire des installations. Moi, j'ai beaucoup aimé travailler sur ce projet-là, puis je pense que ça nous a quand même aussi, propulsés en termes de design, parce qu'on n'est pas venu faire quelque chose de très standard. On a fait quelque chose d'assez, coloré et différent pour cet espace-là. Sinon, ben, tu sais, on a aussi tout, là, on peut nommer plein de projets, mais j'essaie de faire, de parler de différents projets, de un peu tout qu'est-ce qu'on fait. On a aussi une pratique artistique, c'est-à-dire qu'on a fait, des installations qu'avec on avait un collectif d'architecture qui s'appelle Plux 5, là, qui est comme un regroupement de 5 architectes, qui sont dans différents bureaux, différentes pratiques actuellement. Mais on s'est regroupés ensemble pour faire différentes installations. Puis on a fait Odyssée, là, qui est une œuvre d'art, qu'on retrouve à l'Université Laval, actuellement. Vous l'avez peut-être déjà vu, là, c'est une espèce de gros monolithe blanc avec de la feuille d'or à l'intérieur. Je trouve ça intéressant de montrer un peu qu'on peut aller de l'objet à du design plus commercial à l'intérieur, puis on s'en va jusque dans des projets d'école plus publics. On travaille actuellement aussi des bibliothèques, différents concours d'architecture qu'on a remportés. Donc c'est assez, large et varié. Ben Hmm. oui. D'où, tu sais, le mot agence spatiale. On veut toucher à plein. Tu sais, les gens nous demandent souvent, la première question quand on est en discussion d'affaires, ah, vous êtes spécialisé en quoi? Ben, nous autres, on est spécialisé en endroits mémorables, on va dire, ou en endroits qui créent des expériences qui vont marquer un peu l'imaginaire. Fait qu'on fait des maisons, on fait des agrandissements, des petits agrandissements. Des fois, des gens nous appellent pour faire un agrandissement de salle de bain. Fait que ça, c'est des petits mandats qu'on accepte encore puis qu'on a du plaisir à faire, qui sont souvent des projets écoles pour notre jeune équipe. Mais on est aussi en compétition sur des mandats internationaux. Tu sais, il y avait le concours de l'espace Riopel, l'agrandissement du Musée national des beaux-arts. Oui. On était finaliste. On n'a pas gagné, mais on était finaliste contre deux grands bureaux de Copenhague, puis un bureau de Montréal. Puis encore une fois, ça fait quelques années déjà, mais on était vraiment
c'était comme, ah, mais c'est qui cette petite gang-là? Comment ça se fait qu'ils se démarquent puis qu'ils réussissent Mmh. à se carrer auprès de grands noms comme ça? Fait que, tu sais, c'est une fierté pour nous. Puis, mais c'est ça, on fait beaucoup de commerce aussi. On accompagne plein de restaurateurs, là, plein de firmes de restaurateurs que les gens connaissent bien. Là, on connaît, qu'est-ce qu'on fait? On fait du bureau, on fait de l'industriel. Fait qu'on on peut vous aider, tout le monde, là, vous appelez. Étienne, tu viens de dire, c'est qui cette petite gang-là? Comment ils font pour se démarquer? Comment ils font pour se démarquer? Ouais, Qu'est-ce que ben, vous tu sais, faites pour vous démarquer? on travaille fort, je pense. Mais... On travaille fort, mais je pense qu'on a quand même vraiment une approche conceptuelle. Tu sais, ben, je pense que les 2, mais en général au bureau aussi, puis les gens qui se joignent à notre équipe, en général, ils ont une envie de faire du design, mais pour faire vraiment du design, d'aller un peu plus loin, de trouver des nouvelles idées, d'apporter quelque chose de différent. Il y a pas vraiment beaucoup de gens au bureau qui ont le goût de faire des repeats ou des choses qui se ressemblent. Tu sais, à chaque projet, on pourrait, là, faire les mêmes détails, recycler beaucoup de choses pour que ça soit peut-être plus simple, plus facile, plus Oui, rapide. C'est pas un intérêt qu'on a. On a envie à chaque fois pas de votre ADN. c'est pas notre ADN, Oui, vraiment pas. On a envie de comme à chaque fois se renouveler les projets pour se motiver aussi personnellement. Moi, si je fais toujours la même affaire au quotidien, oui, le plaisir sera pas là, là. Fait que j'ai vraiment envie de changer, trouver des nouveaux défis dans les oui. propositions, puis ouais. En parlant d'ADN, qu'est-ce qui est venu en premier, l'architecte ou l'entrepreneur en vous? Je pense que c'est un mélange des 2 là. Moi, dans mon cas, tu sais, pendant les études, à l'école d'archi, tu sais, c'est moi qui s'occupais du café étudiant. C'est moi, tu sais, qui réglait les problèmes, qui gérait les horaires de tout le monde. C'est moi qui organisais les balles de finissants. J'étais très impliqué, peut-être un petit peu trop. Si bien que quand j'ai terminé mes études, j'étais très content, mais j'étais fatigué. Puis c'est là où, ben, j'ai fait mes stages. Puis après ça, ben, l'idée de partir un bureau, c'était clair pour moi que j'allais faire ça, là. Puis je sais, c'est ça. Ça fait partie de notre ADN de vouloir. En fait, il y a un moment tournant, en fait, en 2012, Oui, les architectes ont le droit de s'incorporer, ce qui est comme oui, un peu bizarre, là, mais oui. les architectes ne pouvaient pas s'incorporer. Donc, on était obligé de faire de l'architecture sous notre nom personnel. Le fait que là, on appelle ça agence spatiale, ça nous a permis de démocratiser la pratique. Ça nous permet aussi de faire autre chose que de l'architecture. Fait qu'on fait de l'image de marque, des logos, on fait des objets, on va faire des places publiques. Les gens vont nous mandater des fois pour... en ce moment, on travaille sur un projet de vidéo, un film en réalité augmentée Mhm. avec une subvention de la SODEC, Mmh. avec un fait que, tu sais, vraiment, ça nous permet un peu de décloisonner, la pratique standard de l'architecture. Puis pour nous, ben, c'est un vecteur de motivation extrême. Puis ça nous oblige à jamais être un peu dans une zone de confort. On est constamment en train de sortir de notre petite bulle, de notre territoire. Puis ben, c'est peut-être un peu ce qui nous permet de se démarquer. On n'est pas... Mmh. Oui, effectivement. Toi, Marianne, l'architecte ou l'entrepreneur? Ben, clairement, Étienne a plus la drive entrepreneuriale qui a pris depuis plus tôt, que moi, là. Moi, Uh-huh. je pense que c'est l'architecte en premier là. J'ai vraiment toujours eu une passion pour le design, l'architecture. On dirait que ça vient de très loin, là. On dirait que Oui. depuis tout le temps que je me souviens, j'ai toujours voulu faire architecture ou astronaute, mais ça, c'est une autre histoire. Fait qu'en architecture, puis par la suite, c'est ça, Étienne a parti le bureau, puis ça faisait peut-être 5 ans à peu près là, dans ces eaux-là. On s'est mis peut-être à discuter que ça serait bien, que je vienne, travailler un peu, avec lui pour y en enlever une petite pression sur les épaules parce que ouais, c'est ça. Faut savoir que moi, j'ai une approche plus intuitive, un petit peu plus, spontanée. Marianne, elle est rigoureuse, elle fait en sorte que ça fonctionne bien. Fait qu'on est quand même assez complémentaires dans notre travail, là. Moi, je vais être peut-être la personne qui se garoche un peu partout, qui apporte des choses, qui apporte des visions, bien que tu le fais toi aussi, là. Je veux pas Non, non, pas mais dans le sortir. sen tu es du genre à prendre des décisions beaucoup plus rapides. Moi, je vais me poser beaucoup plus de questions. Mais c'est peut-être une question Mmh. de je sais pas. En Mais tout cas, tu sais, bref. elle apporte une grande rigueur, une grande structure. Elle rassure aussi l'équipe, tu sais, qui va beaucoup s'identifier à Marianne parce que elle sait, l'affaire, c'est placé, c'est organisé, c'est bien fait, c'est intelligent. Alors que moi, ben, les gens qui travaillent avec moi sont comme, OK, on sait pas trop comment ça va s'organiser, là, ça va arriver à quelque part, ça devrait être hot, mais tu sais, la ride, elle va être plus intense. C'est ça. Tu as touché rapidement, mais je veux vraiment qu'on prenne un moment là-dessus, parce que j'ai trouvé ça fascinant comme histoire, le Lab École. Oui. Mhm. Oui, ben c'est ça, hein. C'est un grand concours d'architecture dont on est très fiers. Comment repenser l'école de demain? Nous, on a eu l'occasion de gagner le projet à Chicoutimi, qui est une petite école. D'emblée, ce qu'on voulait faire, c'est une école qui s'adresse à la petite enfance, donc maternelle à sixième année. Euh,
Donc, plutôt que de faire une école qui est très institutionnelle, tu sais, quelque chose qui marque le fait que c'est un gros bâtiment, c'est intimidant, ben, on s'est dit qu'on voulait faire une école comme à la maison, quelque chose de rassurant, quelque chose à l'échelle de l'enfant. Fait qu'on a plutôt que de faire un gros bâtiment, je me répète un peu, mais on a fait plusieurs petites maisons qu'on a mis ensemble comme autour d'une cour intérieure, un peu comme un petit village. Puis on est allé jusqu'à pousser, on va dire, l'audace de la faire en bois avec des systèmes de construction comme des maisons, fait que des bungalows. Ce qui nous a permis vraiment d'arriver avec une maison un projet qui, on pense, est vraiment porteur de sens pour un enfant auquel il peut s'identifier. Puis c'était dans un milieu aussi qui est un petit peu défavorisé, tu sais, un contexte où est-ce que les jeunes n'ont pas nécessairement la famille à la maison pour bien les supporter. Fait que on trouvait ça d'autant plus pertinent que l'école ressemble à une maison à laquelle ils peuvent se sentir bien. Puis, ben, c'est ça. Fait que cette maison-là était construite en ossature de bois, comme des bungalows. Ça nous a permis d'arriver avec des budgets de construction vraiment très bas. Puis, puis on a construit ça pendant la pandémie. Il y avait des importantes hausses de coûts de construction. On a réussi à maintenir le budget, tout ça. Fait que cette idée-là était comme, elle nous a apparu comme quelque chose de vraiment cohérent et pertinent. Puis là, ce qui est intéressant, c'est que dans quelques semaines, on va avoir des résultats qui ont été. Les écoles ont été étudiées par des experts, à savoir est-ce que vraiment l'architecture participe au bonheur? Est-ce que vraiment une école de qualité va favoriser l'apprentissage? Fait que nous, on trouve ça vraiment intéressant d'avoir ces résultats-là. Mon intuition, c'est qu'assurément, ça aide. Mais évidemment, c'est pas juste ça. Mais fait pour nous, c'est un projet très porteur. Là, tu sais, ça nous permet en fait maintenant d'avoir accès à d'autres genres de mandats, des mandats qui sont aussi structurants, tu sais, qui changent réellement la vie des gens. Tu sais, quand on y repense, là, les cours d'école, il y a une couple d'années, ben, tu sais, c'est en tout clôture frost, ça a quasiment l'air carcéral. Est-ce que c'est normal qu'on envoie nos enfants là-dedans? Est-ce qu'on a envie de former notre génération, notre relève, les gens, tu sais, dans un endroit où ils vont se sentir bien, tu sais, puis au final, tu sais, là, je pars un peu. Vas-y, Si c'est tu bien trouves que je parti. parle trop, tu m'arrêtes. Mais, tu sais, un des grands plaisirs qu'on a en tant qu'architecte, c'est de repenser. On sait que la culture change. Tu sais, notre rapport au travail évolue, notre rapport à la santé évolue, notre rapport à l'apprentissage évolue, notre rapport à la spiritualité évolue. Donc, on se retrouve actuellement, nous, avec des défis, genre, qu'est-ce qu'on fait avec nos églises? Qu'est-ce qu'on fait avec les centres d'achat? Les gens achètent en ligne maintenant de plus en plus. Qu'est-ce qu'on fait avec les écoles? Comment est-ce qu'on enseigne? Les bibliothèques, c'est vraiment un endroit où il faut être silencieux puis lire un livre, ou c'est plus un endroit culturel où est-ce qu'on se rassemble puis qu'on échange? Nous, c'est des défis qui nous intéressent, de réinventer un centre d'achat. Tu sais. Québec ou Montréal pour un projet? Québec. Là, tu sais que je viens de Montréal, moi. Hein? Là, c'est comme un peu insultant. Non, mais Montréal, c'est magnifique. Il y a beaucoup de monde déjà qui s'en occupe. Puis Québec, moi, j'adore. Maquette physique ou modélisation 3D? Eh bien, les deux, vraiment, les deux sont nécessaires, c'est sûr. All right. Routine de croquis ou session spontanée de brainstorming? C'est difficile, tes questions. Je dirais spontané. Ouais. J'ai jamais dit que ça allait être facile. Hein? L'intelligence artificielle pour générer des idées ou une main humaine pour finaliser les idées? Ah, une main humaine pour finaliser les idées, toujours. Réalisme sensoriel ou abstraction artistique? Abstraction artistique. Collaboration multidisciplinaire ou duo d'architectes et designers? Non, non, je vois. Une collaboration multidisciplinaire, Ben je oui. pense, hein, tu sais, plutôt que duo. Ah ouais, quand même. Mais duo, c'est cool aussi. Là, Ben tu sais, oui, je veux Dieu, dire. c'est difficile. Un nouveau mandat ou un projet récurrent? Nouveau mandat. C'est sûr. Mm. Plaisir ou performance? Aïe, aïe. Ben là, c'est comme les deux, là. Tu sais, le plaisir vient dans la performance un peu. Puis, C'est vrai que la performance, pour moi, c'est ouais, le ok. plaisir. C'est pour ça que vous êtes un bon duo. Un budget serré ou un défi créatif maximal? Ben là, le défi créatif, mais un budget serré, ça fait ça fait des projets créatifs. Ça fait sortir la Ouais, créativité. Hein? Ah c'est ouais, pas mauvais clairement. non plus. C'est pour ça qu'on est bon de même au Québec. Mm. Ouais, c'est Dans ça. notre Les budgets sont dynamique, toujours dans serrés. plein de choses. Ouais, c'est Ouais, exact. exact. Un grand espace public ou un petit cocon résidentiel? Je pense que le grand espace public. Dans mon cas, mais toi, peut-être que ce serait cocon résidentiel. Non? Oui, je sais pas. Les Ok. deux, les deux. C'est le fun de faire les deux. C'est ça, on n'est pas spécialisé, fait qu'on Mhm. dirait on fait les deux. Expérimentation ou retour aux fondamentaux? On le dit en même temps.
Expérimentation. Je voulais juste dire l'inverse. Projet rapide ou concept mûri? Quand même, projet rapide dans mon cas. Moi, j'aime les idées quick. Ouais. Mm. Un client visionnaire ou un client terre à terre? Visionnaire. Impact local ou reconnaissance mondiale? C'est drôle, hein, parce que je pense que la reconnaissance mondiale peut venir avec un impact local. Oui. Hmm. Fait que je vais choisir impact local en me disant que international serait cool. Technologie ou artisanat? Technologie, mais notre métier, c'est fondamentalement artisanal. Mhm. Fonction ou émotion? Je pense que c'est émotion. Oui. Vraiment, ouais. Là-dedans. Style épuré ou détail complexe? Détail complexe. Équipe nombreuse ou petite task force? Aïe, aïe, aïe. Je pense que c'est équipe nombreuse dans mon cas, mais peut-être que je vais me faire challenger par mes associés, je sais pas. Ils vont avoir la chance d'écouter Ouais, puis ouais, de ouais. te challenger prochain lundi. Durabilité ou innovation? Hey, mais les deux vont ensemble. C'est donc bien dur de les séparer. Dans ma Mm. tête, c'est sûr que l'innovation pousse à la durabilité puis que je peux pas les dissocier. Il y a quelque chose que vous aviez compté tantôt, tu sais, autour de comment, justement, je reviens encore à l'école là, à Oui. Chicoutimi. Tu parlais justement de la cour d'école, mais tu as parlé aussi de la bibliothèque qui était. Ah oui, ben oui. Ouais. Ben, c'est sûr qu'en faisant ça, on n'était pas tout seul, mais il y avait beaucoup de chantiers. C'est de réinventer un peu les modes d'enseignement. Donc, évidemment, les professeurs se posent des questions. Hein, mais là, comment est-ce que j'enseigne dans cet espace-là? C'est quoi? Il y a comme un espèce de grand gradin qui est un peu un lieu de rassemblement où est-ce que les profs peuvent aller. La bibliothèque, on n'est pas en train de faire un espace avec des livres. La bibliothèque est comme éclatée dans l'école. Donc, tu sais, les enfants peuvent monter les escaliers. Il y a un petit racking. Ah, je suis tombé sur ce livre-là. C'est vraiment intéressant. Fait que finalement, la bibliothèque est partout dans l'école. La bibliothécaire capotait au début. Euh, Puis, ben, c'est ça. C'est des fois, des petits changements comme ça dans les. Ça peut entraîner là, une espèce d'effet papillon. Là, puis Oui, ça complètement. peut changer le monde. On Voilà. dirait que on part de, tu sais, une école, ça doit être fait carré, là, puis en béton, puis une bibliothèque, ben, ça prend des rangées, tout en ordre alphabétique avec des petits cartons, puis là, ben, Hmm, que vous amenez ça à un autre, tu sais, par une question plus fondamentale. Mais c'est exact. super intéressant, tu sais, les principes du Lab École, là, d'apprendre différentes choses en même temps. Là, Étienne t'en parlait tout à l'heure au début, avant l'entrevue, mais il y avait quand même cette idée-là aussi d'enseigner les mathématiques en cuisinant, d'enseigner différentes choses en faisant d'autres activités du quotidien, d'aller jardiner pour apprendre la biologie ou quoi que ce soit. C'est quand même plus le fun. Des fois, les étudiants sont pas toujours bien assis, les enfants, les jeunes enfants, assis derrière un petit bureau. Là, on change un peu, on essaie d'avoir des techniques d'apprentissage puis d'éducation qui sont différentes. Surtout, on a des jeunes enfants, fait qu'on le sait aussi, qu'est-ce qui se passe avec ça. Fait que c'est très intéressant, je trouve, d'essayer de se reposer des questions. On n'est pas obligé de suivre un moule qui a été, mis en place il y a de nombreuses Ben oui, années, puis de poursuivre avec ça ad vitam aeternam, là. Ça n'a pas ouais, nécessairement de lieu d'être. Ça, je trouve ça intéressant. En tout cas, moi, je suis contente qu'il y ait ces questions-là qui se passent au niveau, du Québec, là, qu'il y ait des gens qui se posent ces questions-là, puis qui permettent qu'il y ait des projets qui avancent, dans ce sens-là. Il faut ouais, juste que la mémoire se garde de ces belles idées-là, puis que ça se poursuive dans les Effectivement. autres projets d'école, puis que la réflexion soit toujours poussée plus loin. mais ce qui est assez incroyable aussi, je trouve, du projet, c'est que vous avez gardé les coûts en plus. Parce que, tu sais, des fois, ouais, ouais, c'est bien beau les idées de l'architecte, là, mais ça coûte cher. Tu sais, Hmm, une école carrée, techniquement, c'est moins cher ben oui. que quelque chose. Mais finalement, vous avez réussi à faire les deux. Absolument. Puis tu sais, on voit aussi que ces logiques-là, tu sais, qui ont été, qui sont du côté du. C'est pas une critique de la fonction publique, mais tu sais, il y a comme des paramètres, ça doit avoir telle dimension. On fait des CPE, des petites garderies. Puis tu sais, pourtant, c'est des endroits fascinants, mais on les sent, ces carcans-là. Tu sais, vraiment, là, c'est Mmh. petit, il n'y a pas beaucoup de budget. Puis là, t'es comme, OK, d'accord, comment est-ce qu'on arrive à faire quelque chose d'intéressant avec ça? Puis c'est pas, tu sais, on aime dire qu'on a des grandes idées à petit budget, tu sais, qu'on est capable de changer le monde puis que ça coûte pas nécessairement plus cher toujours. Hem, Fait que ça ressemble à ça. Mais tu sais, c'est vrai, tu parles de CPE. Moi, j'en fais beaucoup actuellement. On travaille beaucoup de petits projets de CPE. C'est super intéressant. C'est des budgets qui sont hyper serrés. C'est des délais qui sont un peu compliqués à gérer. Tu sais, on a besoin de place en garderie actuellement. Tout Oui. le monde en a besoin. Mais c'est surprenant à quel point on n'a aucune marge de manœuvre pour faire ces projets-là. Il n'y a aucune latitude qui est donnée dans le programme, ni au niveau budgétaire. Puis c'est pas grand-chose. Ou on peut même pas transférer une enveloppe budgétaire dans une autre pour réussir à
faire une bonne solution puis modifier un peu le programme. On est vraiment obligé de se tenir à tant de mètres carrés avec le petit mobilier exactement de la même façon d'un projet à l'autre. Puis le corridor, il ne faudrait pas qu'il soit un petit peu plus large parce que ça ne marchera pas avec le calcul à la fin. C'est un peu, moi, je trouve ça un peu triste qu'on en soit rendu là. C'est comme à vouloir tout cadrer puis bien rigidifier les paramètres puis s'assurer qu'il n'y ait personne qui sort de la case puis qu'on rentre vraiment dans le budget. Ben, on tue la créativité finalement, Mhm. puis on tue la créativité de ceux qui dessinent l'école, de ceux qui dessinent les garderies, mais Ceux qui y probablement ceux vivent, qui y vivent, Oui. Ah, tous les éducateurs qui ont plus de cadre flexible pour faire quoi que ce soit, ou même les enfants qui, peu importe au Québec, vont toujours être dans les mêmes dimensions de petites salles. Pourquoi? Tu sais, ils pourraient avoir de la latitude là-dedans. Ben, il y en a pas vraiment actuellement, mais c'est vraiment lié à une façon de gérer tous ces projets-là, puis une façon trop cadrée, peut-être qui est rendue trop cadrée avec le temps. Mhm. Puis cette réflexion-là, tu sais, on peut l'appliquer aussi, on va dire, pour les maisons des aînés. Tu sais, il y Mm. a comme une réflexion qui est active, mais tu sais, c'est important, là, ça nous attend, là, tu sais, la réflexion des aînés, puis on le vu avec le COVID, gérer nos parents, on les envoie là-dedans, quand même, c'est compliqué, je vais garder la maison, nanana, les bigénérationnels. En tout cas, on a, en tant qu'architecte, je trouve que, tu sais, on fait pas juste de la construction ou tu sais, on s'intéresse finalement au bien-être de l'humanité au sens large. Puis ça, ben, c'est quelque chose qui est très positif. Mm. Quand on s'intéresse au bien-être de l'humanité, comment Dit on comme ça. bâtit l'entreprise? Comment l'architecte bâtit comment vous deux, comme Oui. architectes, comment vous avez bâti Agence Spatiale? Là, je parle pas de le bureau physique, Non, les humains, ben oui. Mm. mais je parle vraiment de la business comme telle, là, parce que vous êtes des bâtisseurs d'une entreprise. Vous êtes Mhm. visiblement très créatifs, vous pensez en dehors de la boîte. Merci. Comment vous avez amené ça à l'intérieur de la business? Ben, c'est une excellente question, puis vraiment, tu fais une belle liaison, je trouve, avec ça. Ben, essentiellement, c'est d'être. Ça demande plein de qualités que tous les entrepreneurs doivent avoir, puis on est bon dans certains trucs, moins bon dans d'autres. Nous, entre autres, ben, on enseigne à l'école d'architecture. Puis souvent, ben, les étudiants qu'on croise, qu'on trouve qui se démarquent, ben, on aime ça les avoir dans notre entreprise. Puis on est content quand ils viennent nous voir. On les invite pas à déposer leur CV, mais on dirait que ça se fait naturellement. Mhm. Ils nous envoient Hey, tiens, cet été, je me cherche un stage. Ben, parfait, écoute, viens, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Fait que nous, en ce moment, on est content. Cet été, il y a plein de monde qui arrive. Ça nous aide, ça nous débourre. En même temps, ça nous demande du jus, il faut les former. Mais puis ces gens-là, ben, souvent, restent avec nous. Tu sais, l'entreprise a comme 13-14 ans. Puis on célèbre le 10e anniversaire de notre employé la plus vieille. Fait que, tu sais, on a un noyau solide où est-ce que les gens restent. Fait que pour nous, c'est un indicateur du fait que les gens s'accomplissent, font ce qu'ils aiment, ont envie de rester avec nous. Puis, ben, tu sais, fait qu'on est extrêmement reconnaissant, vraiment, de tout ça. Parce que c'est un travail créatif, chaque projet est différent, chaque client est différent, fait que ça demande énormément de flexibilité, énormément de résilience pour s'adapter à toutes ces situations-là. Et on essaie de bien les remercier. Là, justement, cet été, là, on s'en va au Japon. On amène toute l'équipe à Osaka. Là, c'est l'exposition universelle. Il y a plein de projets d'architecture là-bas. Fait qu'on s'en va triper avec l'équipe là, pendant une semaine, 2 semaines pour aller visiter ça. Fait que c'est un peu une manière pour nous de tisser des liens, aussi de se voir dans un contexte évidemment qui n'est pas juste de travail, même si on va faire un peu on va les s'inspirer, on va tout triper. Euh, puis, ben, puis des voyages, on en fait beaucoup aussi avec l'équipe. Là, quasiment à chaque été, on fait des voyages. On essaie de former nos gens le mieux qu'on peut. Puis on essaie de leur donner énormément de responsabilités. Puis quand je dis énormément, ça peut avoir l'air gros, mais on les encadre un peu du mieux qu'on peut là-dedans aussi. Mais euh, là, ben, on peut parler d'entreprise un peu. Tu sais, dans certains bureaux d'architecture, il va y avoir une équipe de conception, une équipe d'exécution des plans, puis une équipe de chantier. Puis c'est toutes des personnes différentes. Nous, à l'interne, on a décidé qu'on ne fonctionnait pas comme ça. On pense que notre recette n'est pas mauvaise. Lors du début d'un projet, le technologue, l'architecte va être à la rencontre avec le client. On va prendre les besoins, on va s'assurer qu'on comprend bien. Ils vont faire l'esquisse, donc les croquis, les plans, les 3D. Après ça, ben, la même personne va aller jusqu'en demande de permis. La même personne va réaliser les plans techniques. La même personne va s'occuper de l'appel d'offres et du chantier. L'avantage de ça, c'est que c'est une bonne école. La personne touche à toutes les étapes du projet. L'inconvénient de ça, ben, c'est que si tu sors de ta zone de confort, tu sais, tu peux être un très bon concepteur, mais pas nécessairement une bonne personne au chantier. Mais on l'invite à raffiner ses aptitudes en chantier. Fait que les premières années sont plus exigeantes, mais à un Mm. certain moment, après ça fait juste qu'on a un personnel qui est extrêmement qualifié. Là, tu sais, des fois, je suis surpris. Là, Très versatile. on va avoir des architectes là, de 27 ans là, qui
qui est dans ma tête, qui sortent de l'école, puis ils pilotent des dossiers incroyables. Puis après ça, on se compare avec d'autres architectes plus jeunes. Puis ils sont, ah, ben là, ouais, j'ai fait les toilettes de tel bâtiment. T'es, OK, cool, mais tu sais, nous, on travaille différemment. Fait que, tu sais, on pense qu'on donne un défi à la hauteur des gens qui ont envie de les relever. C'est peut-être un indice, peut-être, en tout cas, tu sais, je fais du pouce sur la question, là, comment est-ce qu'on favorise le bien-être de l'humanité? Ben, ça passe par euh, donner des défis à la hauteur des souhaits des gens qui travaillent dans notre équipe, Mmh. entre autres. Ouais, c'est ça, tu sais, souvent, un stagiaire en architecture va commencer, dans un grand bureau, il va travailler sur un petit truc peu significatif pendant plusieurs années juste pour apprendre à faire un peu tout, là. Mais tu sais, est-ce que c'est très motivant ça? Ça dépend. Si la personne a beaucoup de drive, peut-être qu'elle va réussir à aller plus vite, plus haut, plus rapidement. Mais c'est quand même le fun dès le départ quand tu commences de te faire donner, quand les gens te donnent confiance, c'est souvent ça qui fait que ça va bien, que ça va vite puis que tu apprends beaucoup. Moi, j'ai eu la chance, cette chance-là aussi quand j'ai travaillé dans un autre bureau avant. Moi, je travaillais chez ABCP Architecture avant de rejoindre, puis c'est comme ça aussi qui approchait la chose. J'ai pas travaillé sur, des salles de bain, pendant très longtemps, là. Je l'ai rapidement mis sur des projets, puis c'est quelque chose qui m'a vraiment drivée, puis on essaie de le faire, avec le bureau, puis de manière encore plus synergique, là, plus complète, là. C'est-à-dire vraiment, là, les gens font vraiment toutes les étapes. Puis évidemment, on les accompagne avec les bonnes personnes au bon moment, là. Il y a le support qu'il faut. On ne te lance pas sur un chantier, de Mhm. multilogement après 3 semaines au bureau, là. C'est pas ça le c'est pas ça l'idée. Let's Faut go, pas la faire peur zone à de nos clients. C'est confort. ça. Mais Bonne chance. mais par exemple, les gens, ils vont y aller au chantier, puis ils vont aller voir qu'est-ce qui se passe, puis ils vont apprendre, puis ils vont aller faire les différentes étapes pour aussi apprendre des parce qu'un informe l'autre, on fait des meilleurs concepts une fois qu'on a déjà fait un chantier, évidemment, parce qu'on apprend, on se rappelle que ouais, ça, c'était une bonne idée, mais c'est difficile à mettre en place, puis ça a ses défis une fois en construction. C'est quand même le fun de faire toutes les étapes pour bien, Mhm. pour être des meilleurs architectes, dans le fond. Oui. Mmh. Quand on se mérite ou on gagne, je sais pas c'est quoi le bon mot, la médaille du gouverneur général pour le prix le plus prestigieux en architecture au Canada, est-ce que on fait quoi après ou c'est un levier qui nous propulse? Comment on vit Mhm. cette récompense-là? Ben, je pense qu'on la reçoit avec beaucoup d'humilité. Tu sais, Oui. c'est ça, on était chanceux, on était bien entourés. Fait que, tu sais, c'est une tape dans le dos d'un paquet de confrères aussi. Fait que l'humilité vient, je pense, en premier. Après ça, ben, évidemment, ça donne confiance, ça donne envie d'aller plus loin, ça donne envie ça donne envie d'ouvrir un autre bureau ailleurs, on sait pas. Ah oui, OK. On verra. Parce qu'on Tu a sais. une primeur, là. Je sais pas, je sais pas si on en- Un scoop. Mais c'est ça. Fait que Mais c'est clairement un levier, là, ça, c'est sûr et certain. Tu sais, c'est OK. dans le sens où, ben, il y a des gens qui ont appris pour la première fois notre nom parce qu'ils ont vu, au Canada qu'on Oui. existait. Tu sais, je veux dire, c'est quand même en silo un peu au Canada, la manière que c'est fait, où il y a des firmes qui réussissent à travailler dans différentes provinces, mais c'est quand même séparé peut-être plus, je dirais, Québec. Après ça, tu as le Canada anglais qui a l'air à un petit peu plus se merger ensemble, là, un petit Mhm. peu plus de partage. Puis après ça, il y a toutes les provinces de l'Est là, qui sont dans leur petit monde à part de l'autre côté. Puis nous autres, on a quand même aussi Étienne a son saut en Ontario. Moi, j'ai mon saut en Nouvelle-Écosse. Fait que, tu sais, ça nous permet de ratisser un petit peu plus large, d'aller Oui. faire des projets un peu partout au Canada. Mais ça, tu en parles, puis c'est intéressant parce que, tu sais, au Québec, la francophonie, quand même, vient quand même rapidement Ouais. là, faire le bassin. Tu sais, tu fais Oui. le tour un peu du jardin assez vite. Fait que Oui. là, on aimerait ça aller à l'international. Mais, tu sais, là, dernièrement, on a fait une école en Tanzanie avec Architecture sans frontières. C'est un projet en mode pro bono. Puis, c'est ce beau parallèle, mais on faisait ça en même temps que le Lab École. Tu sais, on avait un budget de 100 000 en Tanzanie. On a réussi à faire une super grosse école qui a changé la vie d'un paquet de monde. Puis, on avait un budget, je sais pas, de 15 millions à Chicoutimi pour faire un autre projet. Puis, en tout cas, bref, c'était drôle parce que les aspects innovants du lab école, on dit on va faire un potager au centre de la cour, les gens vont faire des mathématiques en coupant des tomates. Ben, c'était exactement le mandat de base en Tanzanie d'avoir une école avec de l'agriculture pour que les gens l'apprennent. C'est comme si les idées très innovantes qu'on avait dans un projet au Québec étaient finalement l'espèce de base qu'on retrouvait en Le Tanzanie. strict Puis, Ben oui. minimum. puis c'était vu comme une source d'innovation, là. Oui. Fait que cette Ouais, espèce la boucle est bouclée, là, tu sais. Ouais. on faisait des liens, mais fait que, tu sais, en tout cas, l'idée d'aller à l'international, ça nous tente. Mm. On L'idée fait quand même des petits projets à l'international, mais tu sais, c'est sûr qu'on cherche un peu les possibilités. Tu sais, on a fait récemment, en 2024, là, l'hiver dernier, on a fait une installation en Espagne, une installation plus artistique. Là. C'est sûr qu'on fait de l'installation architecturale aussi, mais tu sais, pour nous, c'est des moyens d'aller rencontrer des gens, d'aller rencontrer d'autres bureaux, d'aller faire des contacts. C'est ça que vous faites aussi, vous, de Ouais. votre côté, mais c'est toujours intéressant d'aller rencontrer d'autres pratiques. Ces contacts-là, ils mènent toujours à quelque part. Tu sais, tantôt, on parlait, là, je sais pas où je m'en vais, mais tantôt, on parlait du début de notre entreprise. Puis je pense que c'est
c'est quand même important de parler d'Élodie puis Jacques Nouriga, qui sont, Jacques Brion, pardon. Élodie Nouriga et Jacques Brion, qui sont des architectes à Montpellier, en France. Moi, j'ai étudié 1 an à Montpellier. Étienne était venu me rejoindre. Puis on les a connus là-bas. Puis ils nous ont donné notre première chance, en fait, tout simplement. Ils ont engagé Étienne à travailler dans le bureau. On a réussi à faire une première installation avec eux, un festival qui s'appelle le Festival des architectures vives à Montpellier. Puis on a fait une première, on a fait une première installation là. Puis cette première installation-là, ça nous a comme poussé dans le bâti, dans le réel, dans le construit. Puis c'était tout petit, là, c'est rien, là, c'était des ballons dans une clôture fausse d'ailleurs. Puis à partir de là, ben, cette relation-là, puis ces personnes-là, ces deux architectes-là, ils ont toujours été très présents, à nous donner comme toujours des chances, à toujours croire en la relève, puis croire que si on peut partir d'à peu près rien puis aller à quelque part. Puis on a gardé le contact avec eux. Puis encore aujourd'hui, pour nous, c'est comme des mentors un peu dans notre vie. Puis je trouve ça vraiment le fun Peut-être de. qu'on Ouais, s'identifiait aussi parce que c'était un couple. Fait que, tu sais, on se ouais, disait peut-être que il y a un petit quelque chose. ça nous ressemble un peu. Ouais, ouais. Mm. Voilà. Hmm. Et si on regarde un peu vers l'avenir, là, parce que visiblement, vous avez choisi un nom qui permet de faire l'architecture interplanétaire. Rien de moins. Rien de moins. Rien de moins. En tout cas, il y a de la place dans le nom puis dans la façon que vous réfléchissez. Mais si on se revoyait dans 10 ans, par exemple, vous regardez le parcours fait, tu sais, ou un Mm. autre 10 ans de plus, là, justement, qu'est-ce qu'il faut qu'il soit arrivé puis que vous disiez, yes, on l'a, là, on est en train d'accomplir la vision qu'on a, on est en train Mm, mm. de contagionner ce qu'on voulait contagionner dans le monde de l'architecture. Ah oui. Ben, tu parles de l'exploration spatiale et tout ça. Moi, tu sais, la station internationale arrive à sa fin. Je pense qu'on a une bonne chance de peut-être. Ça faire vraiment des projets dans l'espace. Ouais, C'est ça. on va y arriver. On verra. On Non, verra. je te laisse, c'est peut-être un peu la blague, là, mais Ouais, ouais. Ben, c'est une bonne Faut question. faire attention à ce qu'on rêve parfois. Ouais, c'est ça, ouais, hein? ben, Vraiment. en fait, oui puis non. Plus on rêve grand, plus il y a des belles choses qui se passent, en fait. Il faut juste pas se Clairement, limiter là-dedans. tout Tu sais, à c'est un peu fait. à la blague que je lance ce truc Ouais. de la station spatiale, mais tu sais, j'ai fait un cours au MIT en lien avec New Space Economy, qui est comme en lien avec les diverses technologies de l'espace. C'est notre nom, mais on s'intéresse quand même aussi à tout ce qui se passe dans l'exploration spatiale. Puis ben, en semant des petites graines à gauche à droite, il y a des contacts qui se font, il y a des trucs qui ben, puis peut-être Tu vas qu'un faire jour, ton c'est double vrai qu'on va rêve, là. réussir à faire, quelque chose dans l'espace, ça, j'y crois quand même, là, c'est pas si fou que ça. Vraiment. Puis en même temps, c'est autant qu'on rêve on rêve de grandeur, d'espace, on rêve aussi, je pense, de faire quelque chose qui va être durable, sensible, Mmh. écologique. C'est quelque chose que on peut. L'architecte, c'est un peu comme sans dire que c'est un écrivain, mais tu sais, on construit des choses qui vont nous survivre. Tu sais, mes enfants vont sans doute voir mes bâtiments, ils vont les visiter, peut-être mes petits-enfants aussi, je le souhaite. Puis, fait que un bâtiment qui reste longtemps, pour moi, c'est une immense fierté, c'est intangible, ça n'a comme pas de valeur, mais de savoir conserver son patrimoine, de le mettre en valeur. Tu sais, on parle d'architecture durable, on parle des fois d'économie circulaire. Tu sais, des fois, on va avoir un bâtiment en disant on rase ça, c'est plus bon, mais c'est vraiment la bonne approche. Tu sais, conservons-le, puis construisons dessus. Fait que dans 10 ans, ben, j'espère qu'on va avoir créé comme certains landmarks, tu sais, des projets qui vont un peu des jalons d'avancement. On va laisser une trace humble dans l'histoire de l'architecture. Puis ben, il y a aussi quand même, mettons, l'architecture à Québec ou au Québec. Si on regarde à l'échelle de l'Amérique, on a quand même un edge, je trouve. On a vraiment une approche qui est plus sensible que d'autres. En tout cas, Mmh. pas que ce soit prétentieux, là, mais je trouve qu'on a une approche qui est très sensible. Tu sais, on regarde des villes, mettons, comme Copenhague, qui est une ville où est-ce que chaque projet qu'on fait, il y a de l'espace public, le projet est généreux. C'est pas un projet de promoteur, on fait ça, puis on essaie d'optimiser les marges de recul au maximum, puis d'aller chercher la hauteur qu'on peut au maximum pour maximiser notre rentabilité. Oui, il y a ça, mais il y a aussi une espèce de rentabilité sociale qui s'installe. Eh ben, sur le toit, au lieu que ce soit une membrane, on va créer un parc. OK, cool. Puis on va le rendre accessible au public. OK, intéressant. Hey, on va dégager une partie de notre rez-de-chaussée pour faire une place publique. Puis, à l'inverse, la ville, peut-être qu'elle nous permet d'aller chercher une espèce d'appentis au toit qui sera un peu plus haut que la réglementation pour nous permettre d'avoir une vue sur les montagnes. Fait que d'avoir cette espèce de flexibilité-là qui permet de créer des moments, des lieux un petit peu plus exceptionnels. Tu sais, j'espère avoir l'espèce de réputation, on va dire, d'être un architecte qui ose challenger les paramètres établis, qui ose aussi, puis qui crée comme
des endroits positifs, tu sais. Fait que c'est peut-être là où j'aimerais ça être dans 10 ans. Ouais. Après ça, en termes de chiffres, d'équipe, ça viendra avec, d'autres équations, puis ça me fera plaisir d'en discuter après, là, si tu veux. Ben, normalement, si vous atteignez le vrai fondamental, le reste va suivre, ça va être plus Mmh mh. une mesure que votre vraie fierté, j'imagine. Est-ce qu'on est dans une bonne époque pour faire de l'architecture? Tu sais, je vais positionner ma question un peu. Tu sais, quand même la vieille, vieille époque, quand on visite, mettons, l'Europe, là, tu sais, puis il y a des affaires là, qui est vraiment anciennes, qui Mmh. avaient tu sais, un souci du détail. Je sais pas, la Sagrada Familia, qui est même pas encore finie de bâtir, je sais plus combien Mmh. de centaines d'années plus tard. J'étais à des époques où est-ce qu'on a fait vraiment des boîtes en carton là, complètement inintéressantes. Mmh. Dans quel genre d'époque on est aujourd'hui? Moi, C'est je ben, Vas-y, je parle assez je toi. peux, en fait, j'ai l'impression que comme vous le réalisez actuellement, tout le monde le réalise que ça vaut peut-être la peine de quand même pas construire des petites boîtes en carton. Il y a peut-être un petit effort qui peut être mis de 100 ans. plus Ouais. parce que justement, il y a beaucoup d'éléments du parc immobilier qui sont à rénover actuellement. On dirait qu'on n'arrête plus de rénover de partout. Puis il y a des fois des choses qui ont été mal construites ou qui ont été construites avec peut-être un peu moins de soucis de la génération d'après qui va se ramasser avec ces bâtiments-là. Fait que, tu sais, puis c'est vrai pour nos routes, puis plein d'affaires, là. Mais pour les bâtiments, quand même, j'ai l'impression, moi, qu'il y a quand même un souci qui se passe. Il y a une espèce de compréhension que, tu sais, on le voit avec des écoles, des écoles secondaires aussi qui se construisent quand même beaucoup mieux. Je pense que c'est important qu'on ait ce souci-là. Fait que oui, moi, je sens qu'on est dans une bonne époque pour ça parce que le vent tourne aussi dans la question de la réutilisation des matériaux, du recyclage. Bon, il y a plein de certifications à qui mieux mieux. C'est peut-être un peu too much, ça va peut-être se placer, ces choses-là. Mais tu sais, comment on fait que les bâtiments permettent de baisser l'empreinte carbone et tout? Je pense que tous les joueurs autour de la table sont quand même au même endroit. Des fois, c'est que ça ne suit pas au même niveau, c'est-à-dire qu'au niveau des investisseurs et tout ça, des fois, c'est pas les mêmes priorités qu'au niveau des équipes qui sont plus en design ou des fois des volontés politiques. Fait que c'est quand même, il faut comme jongler un peu entre Mhm, ces deux mhm, éléments-là. Mais je mhm. pense que c'est une belle époque pour l'architecture. Peut-être Ouais. un petit peu plus uniforme au niveau mondial. Ça, moi, je trouve que c'est peut-être le point qui me pèse un peu le plus actuellement, c'est que je trouve qu'en voulant comme être, on dirait que tout le monde veut être un peu pareil, tout le monde vise un peu les mêmes choses, on regarde toutes les mêmes choses sur Pinterest, puis les mêmes inspirations, puis finalement, ça s'uniformise beaucoup sur un point de vue international. Je veux dire, tu vas dans un Airbnb, que tu y ailles, à Bali, à je sais plus où, à New York, tu vas avoir le même kit IKEA finalement fait en Suède. Fait que tu sais, c'est très uniforme au niveau des expériences. Fait que ça, je trouve qu'il y a comme une petite tangente qui est un peu dangereuse. Si on se voit dans 50 ans, dans 100 ans, on ne sera plus là, mais il risque d'avoir une uniformité peut-être un peu plus plate qui Mhm. s'installe s'il n'y a pas de différenciation entre les valorisations des cultures différentes et tout ça. Je pense que ça peut être un terrain glissant. Ben, on est dans une période de grands changements. Tu sais, l'intelligence artificielle, ça a Mmh. des gros impacts dans notre pratique. Oui. Puis tu parles d'uniformisation, quasiment de mondialisation, mais tu sais, il risque d'avoir une espèce de peut-être d'aplatissement des manières, en tout cas, tu sais, on va l'utiliser, ChatGPT, Mmh. et autres, là, je nomme Mmh. comme le plus classique. Mais en architecture, nous, il y a des logiciels qui commencent à faire des plans. Il y a des logiciels qui commencent à faire des images 3D. Tu peux lui parler, dire, hey, salut, j'aimerais ça que tu me sortes une image d'un salon avec une fenêtre à gauche, avec une vue sur la montagne, avec un foyer. J'aime beaucoup le style scandinave, mais j'aime aussi le côté traditionnel. Peux-tu me générer quelque chose? Fou, il te conçoit une image qui est assez réaliste. Donc, je pense que l'architecte va être appelé à moins être un dessinateur, mais davantage une espèce de stratège, pouvoir bien rentrer les bons paramètres de manière à ce que on alimente cette espèce de machine d'intelligence artificielle-là qui va nous permettre d'aller dans une direction qui va être positive. Fait qu'il va on va devenir un peu comme des espèces de directeurs artistiques Mmh. ou directeurs de construction, davantage que quelqu'un qui va faire un détail. Les études de code, en ce moment, c'est une espèce de chasse gardée que les architectes ont fait. Le fameux code du bâtiment, c'est donc bien compliqué. Les gens nous appellent, est-ce que j'ai le droit de mettre ça comme ça? Mais tu sais, bien honnêtement, dans quelques années, vous allez pouvoir faire une étude de code simplement, vous autres, de votre côté. Puis pourtant, c'est comme quelque chose d'un peu Mmh. obscur, mais c'est en train de devenir très, très facile. Fait que c'est une période de changement. Je pense vraiment qu'il faut rester extrêmement ouvert, puis extrêmement à l'écoute de ces changements-là, puis les embrasser, pas vraiment les fuir. Mmh. Fait que j'ai très hâte de voir aussi qu'on va être dans 10 ans par rapport à ça, là. Mhm, mhm. Parce que ça va vite quand même. Mmh. Oui, tout à fait, tout à fait. Quoi d'autre qu'il y a comme impact? C'était un des champs de l'entrevue qu'on voulait toucher avec vous, qui était l'intelligence artificielle. Mmh. Ah, on ne peut pas ne pas poser ces questions-là à n'importe quelle industrie actuellement. T'as touché un peu, mais quoi d'autre que vous voyez comme impact de l'avenue là, cette intelligence artificielle-là là, qui grandit d'une manière comme Moi, j'ai l'impression qu'il incroyable? faut,
qu'il faut, au lieu de comme la subir, là, puis d'être comme en train un peu passif, puis de l'utiliser comme on nous dit de l'utiliser, j'ai l'impression qu'il faudrait se donner des. En tout cas, là, c'est comme un projet plus large de société, mais il faudrait la prendre d'assaut puis de lui faire qu'est-ce qu'on veut. Parce que au final, c'est ça. Il y a des entreprises actuellement qui Mmh. prennent l'intelligence artificielle puis qui réussissent à la pousser pour qu'elle fasse qu'est-ce qu'ils veulent. Puis si on se laisse juste comme couler dans le flot de tout ça, on n'arrivera à rien de. Ben oui, ça va nous faire avancer, mais finalement, on va juste couler avec le truc, là. Alors que si on le prend d'assaut, puis on décide qu'est-ce qui serait intelligent, qu'est-ce qu'on peut l'utiliser, comment on peut faire que ça nous aide. Tu sais, on pensait l'autre fois, on en avait discuté, mais l'idée de peut-être que ça classifie les matériaux récupérés d'un bâtiment, puis qu'on ait une espèce de catalogue préformé avec l'intelligence artificielle qui nous permet de redistribuer ça, de recycler mieux. Il y a plein de façons qu'on pourrait l'utiliser qui soient vraiment pertinentes pour l'industrie. Puis là, on le fait pas actuellement parce qu'on dirait que tout le monde, ça les ramasse un peu comme par derrière beaucoup trop vite, puis on fait juste essayer de comprendre comment on pourrait, hop, adapter peut-être telle petite Mhm. technique au quotidien. Mmh. En ce moment, on la sous-utilise beaucoup, là. Il y a beaucoup de choses qui pourraient être faites de manière beaucoup plus intensive, qui pourraient nous aider vraiment à amener les choses plus loin. Moi, j'ai confiance qu'on va réussir à le faire, mais ça serait le fun que le Québec se place à l'avant-garde là-dedans, là. On est une société qui pourrait très bien le faire. En Mhm. ce moment, je ne sais Absolument. pas si on est là, là. On dirait qu'on est, Ouais, tu vas avoir une opportunité incroyable ouais, vraiment. à prendre rapidement. Puis, nous, on la sent. Est-ce qu'on l'exploite à 100%? Non. Mais tu Et sais, puis, on on aimerait n'est ça pas y aller. programmeur non plus, on n'est pas Ouais. directement. Ouais. On va avoir besoin de ta fille, je Oui, pense. c'est ça. Parfait. Ben, écoute, il va falloir qu'elle se dépêche à faire son diplôme. Mm. Puis aussi, ben, il y a un autre aspect, tu sais, il va falloir qu'on développe comme l'éthique de l'utilisation de ça. Tu sais, en architecture, on a un code des professions, on a un code de déontologie. Oui. On ne peut pas faire n'importe quoi. On n'est pas un entrepreneur. On est un entrepreneur, mais on a quand même un cadre de conduite, là. On peut pas, tu sais, en architecture, on ne se prend pas des cotes sur un produit qu'on revend. On ne peut pas faire ça. Mmh. Tu sais, à l'inverse, mettons, un designer intérieur, lui, il vend une céramique, il y a une redevance de 40 J'exagère peut-être, là, mes amis designers vont dire hey, c'est pas 40 mais le point, c'est que, il y a quand même une espèce de code d'éthique qu'il va falloir qu'on mette en place rapidement sur comment utiliser cette intelligence artificielle-là, qu'est-ce qu'on lui donne le droit de faire. On le sent un peu des fois quand moi, des fois, je teste les limites, là, je pose des questions un petit peu limites, puis elle dit ah, désolé, là-dessus, je peux pas te répondre. Merci, ou elle te répond quelque chose qui est complètement erroné. Mmh. Donc, je pense qu'il faut rapidement mettre ça en place, puis il ne faudra pas se fermer les yeux en se disant OK, ça a été fait par l'intelligence artificielle, ça va tenir. Non, non, on va vérifier pareil. Mmh. Fait que, et peut-être qu'il va y avoir une espèce de recrudescence aussi des métiers manuels, parce que ça reste que l'application de ça, tu sais, ça va prendre du monde quand même pour tirer des joints, quand même du monde pour passer des fils, quelqu'un pour aller plugger le tuyau. Donc, il va y avoir une expertise manuelle qui, elle, n'est pas appelée à disparaître tout de suite. Fait que j'ai l'impression que, à l'inverse, maintenant, c'est comme si les gens qui avaient des hautes connaissances, c'est un peu l'élite de la construction, mais finalement, les métiers manuels, je pense qu'ils vont, les entrepreneurs en construction, ça va être des belles années pour eux autres, à mon avis. Mm. Et vous êtes un couple dans la vie. Et vous êtes un couple en affaires. En plus que vous avez un quatuor, en fait, en affaires, si j'ai bien compris. Mais comment on cohabite en couple, en affaires et en parentalité? Comment vous trouvez votre équilibre dans ça? L'équilibre est clairement pas atteint. Je suis pas sûr si ça s'atteint Je non sais plus. ça, là, je pense pas qu'en tout cas, C'est plus une recherche on que... vise à. Non, ben actuellement, c'est sûr que, tu sais, on a des jeunes enfants, ils ont 3 et 5 ans Ouais. actuellement, fait que, tu sais, c'est quand même du sport au quotidien, là. On a beaucoup de choses, puis, tu sais, on dit qu'on a 2 enfants, mais dans ma tête, moi, je suis peut-être un peu trop maternelle, là, mais dans ma tête, le bureau, là, c'est comme c'est tous des enfants, je veux tout qu'ils soient bien, j'essaie tout qu'ils c'est pas des enfants, mais en tout cas, bref, je les C'est traite ta un peu comme des famille, c'est enfants, c'est ta ma famille. famille. Ma famille de bureau aussi, fait que, tu sais, on dirait qu'il y a toute cette gestion-là de ressources humaines qui devient un peu une gestion de grande famille là-dedans. Fait que ça fait, oui, beaucoup d'humains, puis beaucoup de choses à penser un peu tout le temps, puis c'est sûr que le fameux décrocher, arriver à la maison, on n'y pense plus au bureau et tout ça. Il y a des moments, des périodes où on y arrive, puis il y a des périodes où c'est plus difficile, là. Tu sais, là, récemment, on vient de déménager nos bureaux, on en parlait Ouais. récemment, on est rendu juste à côté de Radio-Canada sur la rue Saint-Jean. Fait que ça a été quand même un gros crunch là, récemment. Là, on a travaillé fort pour déplacer les bureaux, en même temps qu'on avait beaucoup, beaucoup de demandes auprès des clients. On dirait que le printemps qui arrive avec tous les chantiers qui démarrent, fait que c'était comme une espèce de concours de circonstances un peu. Mm. On a travaillé fort, mais là, je pense que les choses, comme à chaque fois, là, les choses se placent, les vacances vont arriver, on va aller au Japon, puis Exact. ça va bien aller. Mais Mais c'est des beaux défis. le gros avantage, c'est toutes les on fait des réunions stratégiques le matin à côté du toaster. Là. C'est vraiment, ça opère. Là. Hey, là, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui matin? Ok, attends, il faut que tu parles à telle personne. Ok, parfait, ben, je m'en occupe. Ok, bye. Puis, fait que, tu sais, il y a quand même une efficacité qui est derrière ça, puis qu'on accepte là, tu sais, de faire. Mm. Euh,
Puis en même temps, ben, au bureau, des fois, on va avoir des petits moments plus personnels, là, Mmh. des moments où est-ce qu'on peut aussi. En tout cas, ça a des avantages. C'est Ouais, sûrement que ça. ouais. Puis je pense pas qu'on est les premiers entrepreneurs à être en couple, là. Absolument pas. Fait Absolument que, pas, tu là. sais, ça a ses avantages puis ses petits inconvénients, mais je pense qu'on est heureux là-dedans, là. Mmh. Là. Ben, en tout cas, merci beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui. L'entrevue tire déjà à sa fin. J'ai des choses qui m'ont vraiment touché, que j'ai envie de renommer avant de passer la parole à Normand pour le mot de la fin. Mais moi, personnellement, je trouve ça vraiment incroyable, votre voyage au Japon. Mhm. J'imagine la gang de 40 ou à peu près qui saute sur l'avion pour aller voir de l'architecture à l'autre bout du monde. Wow! Vraiment, Ça va ça être le va fun. scinder l'esprit d'équipe comme rien d'autre. J'ai aussi entendu quelque chose que je trouve paradoxal dans votre discours. Vous êtes très, très humble. Vous utilisez beaucoup le mot humilité. Puis en même temps, vous avez créé l'agence spatiale où, Ouais, tu sais, fait que l'humilité et l'impossible résident au même endroit chez vous. Mm. Et il y a deux autres mots qui résident au même endroit chez vous. Vous avez beaucoup parlé de bien-être parce que c'est Mmh. ce dont vous faites la promotion, autant à l'interne que dans comment vous bâtissez. Puis en même temps, il faut vraiment toujours sortir de sa zone de confort. Fait que le bien-être, mais en dehors de la zone de confort, est un autre paradoxe que j'ai Ouais. trouvé Mmh. intéressant dans votre discours. Fait que c'est mon cadeau que je vous fais. Hey, tiens. belle Ben, analyse, merci. merci. Très Vraiment. gentil. Normand? Intéressant. Écoute, moi, j'ai pas été très bavard dans le podcast aujourd'hui parce que j'ai bu vos paroles. Honnêtement, j'ai réalisé l'impact que vous avez dans la vie des gens. À créer, à innover, à rendre les milieux de vie vivants, au lieu de les mettre terme, au lieu de les rentrer dans un moule. On explose le moule, mais toujours avec cette capacité-là, cette vision-là de vouloir améliorer l'humanité, améliorer le milieu de vie pour l'humain. Écoute, j'avais pas réalisé à quel point vous avez un rôle clé dans notre société. Puis de le faire ressortir à notre micro aujourd'hui, j'espère que ça va résonner. Et puis, on devrait vous faire beaucoup plus de place. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation, vraiment.